Donc c'est parti. Voilà, les beautés du GPS, il est 18 h. Donc, bienvenue à tous. Vous avez quelques recommandations que je vous laisse découvrir. Merci de participer à notre webinaire sur la reprise d'activité dans l'industrie. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat de cette visio ou par mail à l'adresse groupe.professionnel@gats.org. Au moment où nos concitoyens sortent progressivement du confinement, les entreprises doivent redémarrer dans un nouvel environnement totalement inédit. L'importance de l'industrie pour l'économie nationale est apparue sous un nouveau jour. La contraction de filières entières sous l'effet de la mondialisation a été cruellement ressentie en cette période de crise. Les entreprises industrielles s'inscrivent dans une supply chain où la remontée en charge doit être synchronisée avec celle des clients et des fournisseurs. Dans le même temps, la présence d'une partie significative des effectifs est requise dès les premiers jours sur les sites de production. Aux difficultés associées au redémarrage des ateliers viennent s'ajouter des problématiques financières, plus particulièrement de trésorerie. Les soutiens exceptionnels de l'État, que ce soit par la mise en place de crédits garantis ou par l'adaptation du Code du travail pour faciliter le recours au chômage partiel, n'ont pas réglé tous les problèmes ni éliminé les embûches administratives. Pour autant, l'heure n'est pas aux états d'âme pour les dirigeants et chefs d'entreprise. La continuité de leur activité est menacée tout autant que la santé de leurs proches. Que pensent les salariés dans cet environnement? Eux aussi peuvent être stressés. Après l'arrivée en confinement, on parle d'exposition à la maladie, on pense aux restructurations d'activités avec de possibles impacts sur l'emploi. Quand les usines réouvrent, la question se pose aux dirigeants et aux salariés. Reprendre les activités, oui, mais comment? C'est pour répondre à cette question et à celle que vous nous poserez que nous accueillons ce soir Maître Patricia Gomez-Talimi, docteur en droit, spécialisée en droit social, avocate associée chez PDGB Avocats, et Abdel Benchabi, expert comptable et droit social, conseil des CSE au sein du cabinet CE Consultant. Merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Enfin, comme vous savez qu'aux Arts et Métiers, nous aimons les initiatives concrètes et pratiques, Jean-Guy Kéromès, vice-président formation industrie de la SOS, conclura ce webinaire en présentant la démarche Garas, mise au point avec l'école, en particulier Michael Rivette, directeur des relations entreprises à la direction générale, qui est avec nous ce soir et que nous saluons. Alors, Patricia Gomez-Talimi, vous conseillez les dirigeants d'entreprise à la tête de sociétés industrielles, petites, moyennes ou grandes. Quelles sont les questions qu'ils vous posent en ces temps de reprise d'activité? Merci Jean. Je vais effectivement dérouler avec vous les questions qui se posent sur cette époque très particulière que nous sommes en train de connaître. Donc, mon intervention sera concentrée sur la reprise d'activité et la responsabilité de l'employeur. L'employeur a une obligation légale dont on a beaucoup entendu parler, qui est ce qu'on appelle une obligation de moyens renforcés. Si on reprend l'article du Code du travail, la situation est particulièrement claire. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
l'employeur doit veiller à adapter ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et doit tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc, vous avez bien compris qu'il n'incombe pas à l'employeur de garantir son salarié de l'absence de toute exposition à des risques, mais à charge pour l'employeur de les éviter le plus possible et s'ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des, ouvrez les guillemets, c'est très important, recommandations du gouvernement afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. Donc, vous, employeurs, il vous incombe de réorganiser votre activité au regard de la pandémie, de mettre à jour votre document unique d'exposition aux risques professionnels et de mettre en place des mesures dites de prévention. Alors, la réorganisation de l'activité est effectivement une charge très importante. Vous devez, dans le cadre de cette réorganisation, penser avant tout et avant toute chose au télétravail. Depuis le passage au stade 3, la mise en œuvre du télétravail doit être impérative, dès lors que le poste de travail le permet. Le télétravail ne peut être mis en œuvre dès lors, à partir du moment où vous pouvez aménager le poste afin de permettre la sécurité de votre système d'information naturellement et la continuité de l'activité. Il est extrêmement important de se reporter en la matière, si vous n'êtes pas pourvu de charte du télétravail, aux questions-réponses mises en ligne par le gouvernement à destination justement des entreprises. Il y en a beaucoup qui n'ont pas un accord d'entreprise sur le télétravail ou une charte d'entreprise. Mais beaucoup de postes, notamment dans l'industrie, ne se satisfont pas du télétravail. Donc, il convient d'avoir un raisonnement axé sur la présence physique. À partir de ce moment-là, on doit, aujourd'hui le 12 mai, se dire qu'il vous faut limiter encore la présence physique en permanence des salariés dans vos locaux. À partir du moment où il y a un retour des salariés dans les locaux, c'est un retour progressif et il vous faut avoir des réflexes en la matière. Ces réflexes, vous ne devez pas les avoir de manière unilatérale, vous devez les partager avec les salariés, mais aussi et surtout les partenaires sociaux. Le Graal en la matière, si vous avez des partenaires sociaux, c'est-à-dire si vous avez un CSE, même si vous êtes moins de 50, pensez CSE. Pourquoi? Parce qu'il sera très, très important pour vous à la fois de réfléchir de manière concertée avec les salariés et avec leurs représentants, mais aussi et surtout avec des instances organisées, des instances qui pourront effectivement avoir leur mot à dire sur un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui préconisées par le gouvernement. Et cette préconisation du gouvernement, c'est une préconisation qui est reprise par les juges qui ont eu à statuer dans des affaires célèbres qui concernent la grande distribution et Amazon. Donc, on pense à l'organisation des rotations et aux horaires aménagés pour limiter la présence physique, simultanée des salariés dans un même espace. Vous devez réorganiser le flux des personnes dans les ateliers, ainsi que dans les espaces étroits. Vous devez limiter les réunions en présentiel. Vous devez imposer un nombre de participants maximal. Vous devez interdire les rassemblements collectifs. Vous devez éviter l'utilisation des transports en commun et effectivement encourager l'utilisation des transports individuels. Vous appliquez des horaires décalés s'il y a utilisation des transports en commun. L'idée, donc majeure, c'est que, 1, vous devez limiter dans les premiers jours la présence physique et 2, vous devez aménager. Et vous avez par excellence un document
qui permet cet aménagement-là. C'est un document qui est une sorte de charte et de constitution dans les entreprises, notamment industrielles. Donc, c'est le DUER. Vous devez l'aménager et le réviser en fonction des circonstances que vous connaissez aujourd'hui. Donc là encore, nous avons une obligation légale qui est aujourd'hui la clé de voûte du raisonnement qu'ont eu les juges dans les affaires que je vous ai citées, c'est-à-dire Carrefour City et Amazon. Donc, la clé de voûte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que nous dit le Code du travail? Le Code du travail nous dit l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité de vos salariés, menée en conformité avec les dispositions du Code du travail en la matière. Donc, cette mise à jour passe par un inventaire des risques identifiés, l'ensemble des risques qui sont identifiés. Pour votre parfaite information, ce qui a été reproché aux employeurs qui ont fait l'objet d'une interdiction de poursuite d'activité ou d'une limitation de poursuite d'activité, employeurs qui ont donc été attraits aux tribunaux par soit le CSE, soit par les syndicats, c'est d'avoir fait du copier-coller dans le document unique en guise d'actualisation. Donc, ce copier-coller n'est absolument pas de mise. La Cour d'appel de Versailles a donc, en la matière, confirmé la condamnation d'Amazon, a procédé à une, ouvrez les guillemets, évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie, en y associant les représentants du personnel et en respectant les règles générales de prévention et d'organisation du travail. Alors, sachez que sur cette actualisation des risques, les juges ont considéré dans l'affaire Amazon que, en raison de la contagiosité du coronavirus et de la complexité de la gestion des déplacements des salariés au sein d'un entrepôt qui accueille des activités de réception et de stockage et d'expédition de marchandises, du fait d'un nombre de salariés très élevé, de la multiplicité des tâches effectuées par les 10 salariés, les juges ont considéré qu'il y avait là bouleversement des conditions de travail et que donc Amazon aurait dû actualiser les documents uniques qui sont en vigueur chez elle, dans les différents locaux de travail, et aurait dû consulter ces comités, ces CSE d'établissement, mais également le CSE central. Autant de choses, autant de modalités que n'avait effectivement pas fait Amazon. Et cette évaluation doit prendre en compte les risques psychosociaux. Il ne va pas vous échapper que quand on lit la motivation de la Cour d'appel, on comprend parfaitement la quadrature du cercle à laquelle est confronté l'employeur. La Cour d'appel dit la chose suivante, que même si Amazon avait pris certaines mesures dès le début de l'épidémie, à savoir aménagement du travail pour limiter les contacts physiques, nettoyage plus fréquent des lieux, mise à disposition de gel, plusieurs documents, dont les procès-verbaux des réunions du CSE, mais aussi des lettres d'observation de l'inspection du travail, avaient fait état, ouvrez les guillemets, d'un climat particulièrement anxiogène lié à la situation inédite créée par la pandémie dans un contexte de travail tendu et rendu encore plus difficile en raison de l'injonction du gouvernement de rester chez soi et du fait de la modification substantielle des conditions de travail. Donc, par rapport à cette jurisprudence Amazon, on se souvient qu'il ne faut pas faire du copier-coller, qu'il faut prendre en compte les risques psychosociaux et qu'il faut aussi et surtout consulter le CSE. Quand on a la chance de disposer, parce qu'on est une entreprise de plus de 300 salariés, d'une commission sécurité, on consulte naturellement la commission sécurité et on consulte son CSE.
ce qui est effectivement le trio que je conseille à chacun de mes clients lorsqu'effectivement il est confronté à un risque de cessation d'activité. Ensuite, vous devez prendre des mesures de prévention qui sont ce qu'on appelle une obligation légale. C'est-à-dire que vous devez équiper vos salariés de protection individuelle spécifique et adaptée à votre activité, mais ça, vous le faites déjà. Vous devez leur rappeler les gestes barrières, vous devez mettre en œuvre les règles de distanciation et vous devez désinfecter et nettoyer vos locaux. Naturellement, pour faire cela, vous aurez en tête le protocole de déconfinement qui a été mis en ligne par le ministère du Travail. Vous aurez également en tête et à l'esprit les fiches conseils qui doivent avoisiner les 60, fiches conseils métiers qui sont effectivement en ligne depuis les premiers jours de la pandémie et qui sont complétées par le gouvernement, mais aussi et surtout par les fédérations patronales. C'est-à-dire que l'ensemble aujourd'hui des organisations syndicales, employeurs et salariés, réfléchissent sur la problématique des emplois et la problématique des secteurs. Vous pouvez également mettre en place, selon le cas, une cellule psychologique pour l'attention aux risques psychosociaux. Vous devez également regarder votre règlement intérieur pour vérifier qu'il est bel et bien actualisé en la matière sur les mesures d'hygiène et de sécurité applicables. Vous aurez en tête que s'agissant de la pandémie, vous pouvez mettre en place avec une information simultanée de votre CSE, du secrétaire du CSE, des mesures d'hygiène et de sécurité qui devront avoir une valeur d'adjonction au règlement intérieur. Ces mesures-là feront l'objet d'une note de service qui sera affichée, qui sera mise sur l'intranet de l'entreprise, qui sera actualisée au quotidien pour prendre en compte l'évolution de la situation. Alors, on a beaucoup parlé de la question de la responsabilité de l'employeur. Si on prend du recul, effectivement, la responsabilité de l'employeur est une question majeure, mais j'allais vous dire que cette question-là préexistait à la pandémie. Simplement, elle a été mise en lumière et elle a fait l'objet d'un focus beaucoup plus particulier en raison effectivement des circonstances très particulières que sont la pandémie et qui ont provoqué chez un certain nombre d'intervenants, mais sachez que ça dépasse le cadre de la société et de l'employeur du secteur privé, donc qui a provoqué cette question de la responsabilité, a provoqué de nombreuses réflexions. Alors, je dis que ça dépasse la question de l'employeur parce que vous avez dû apprendre que tout récemment, pas plus tard que dans la loi prorogeant l'état d'urgence, la loi qui a été promulguée le 11 mai, effectivement, le Sénat et les députés ont voté un article très important en la matière qui permet de, entre guillemets, sous réserve de l'interprétation qui va en être faite ultérieurement, mais limiter la dite responsabilité. Alors, la dite responsabilité des décideurs, c'est-à-dire que ce soit des décideurs politiques, mais également des décideurs en termes d'entreprise. Donc, l'employeur prend le risque de voir sa responsabilité civile et pénale engagée en cas de non-respect des mesures de prévention. La responsabilité civile peut être engagée lorsque l'employeur provoque des situations de danger avérées. Alors, vous allez me dire que des situations de danger avérées sont constituées par des situations qui vont à l'encontre des préconisations dont on a parlé. Par exemple, maintien dans un même espace de travail de personnes dites vulnérables,
avec des salariés présentant le symptôme du Covid-19. Alors, dans un cas comme celui-là, quelles sont les possibilités qu'ont les salariés et les syndicats pour réagir? Le non-respect de ce type de mesures de prévention peut entraîner légitimement ce qu'on appelle l'exercice du droit de retrait. Le droit de retrait peut être exercé par le salarié. Le droit de retrait est exercé lorsque le salarié décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Il doit immédiatement alerter l'employeur de cette situation. Il s'agit là d'un droit individuel et dit subjectif. Le droit de retrait vise une situation particulière de travail, je vous le dis tout de suite, et ne vise pas la pandémie en général. Dans le contexte actuel, si vous, employeur, avez mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail dont on a parlé, les recommandations nationales qui figurent sur le site du ministère du Travail visant à protéger la santé et la sécurité de votre personnel, si vous avez informé et travaillé avec le personnel et avec les institutions représentatives du personnel, il ne devrait pas y avoir de droit de retrait justifié. Deuxièmement, l'employeur peut également s'exposer à ce qu'on appelle un droit d'alerte. Donc, le droit d'alerte peut être manié, peut être exercé par le CSE, qui exerce ce rôle de droit d'alerte en se faisant le porte-parole de réclamations formulées par les salariés ou bien en se faisant simplement le témoin et l'acteur d'une situation que le CSE estime anormale. Donc, dans ce cas-là, vous êtes saisi, vous, employeur, et vous devez immédiatement diligenter une enquête. S'il y a divergence de vue entre vous et le CSE, ou si vous estimez que vous n'avez pas la même manière de voir les choses, et si vous estimez que vous n'avez pas à mettre en place les méthodes, les décisions que vous demande le CSE pour faire cesser la situation, dans ce cas-là, vous devez provoquer une réunion extraordinaire du CSE, au plus tard dans les 24 heures du droit d'alerte, et vous devez alerter l'inspection du travail et la CARSAT. À côté de ces mesures, du non-respect de ces mesures de prévention qui peuvent, le dit non-respect pouvant générer un droit de retrait, pouvant générer au niveau collectif un droit d'alerte. De manière exceptionnelle, au niveau individuel, certains salariés pourraient estimer qu'il y a lieu à prise d'acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des torts de l'employeur, en invoquant un défaut de protection. Il pourrait également décider de saisir le Conseil de prud'homme en résiliation judiciaire du contrat. Tout cela mérite naturellement une démonstration de la faute de l'employeur et du fait que l'employeur a commis une faute grave. Ça, ce sont les trois hypothèses de mise en cause de la responsabilité civile. Vous avez également, et de manière plus classique, la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et, le cas échéant, une reconnaissance de faute inexcusable si, à la base, naturellement, il y a lieu à reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Alors, juste pour évoquer le sujet qui est un sujet d'importance, mais qu'il était déjà avant la pandémie, aujourd'hui, on ne pense pas qu'il saurait y avoir qu'il devrait y avoir déclaration d'accident du travail si un salarié estime avoir contracté dans vos locaux le Covid. Pourquoi? Parce qu'il faudrait démontrer un fait soudain, au temps et au lieu de travail, qui provoque des lésions. Donc, effectivement, sur ces trois points, sur ces trois critères, cela ne devrait pas être le cas. En revanche, on a la problématique de la maladie professionnelle. Sachez qu'aujourd'hui, le Covid-19 ne figure pas parmi les maladies listées
comme étant les maladies professionnelles indemnisables découlant d'une loi ancienne qui a été réactualisée périodiquement. Et cette loi est présentée sous forme de tableau. Aujourd'hui, donc, le Covid-19 dans les entreprises privées industrielles, sachez que le Covid-19 n'est pas considéré comme étant une maladie professionnelle. Cela ne veut pas dire que demain, elle ne le soit pas. Simplement, il conviendra, sauf si la législation évolue, que le salarié qui sollicite une telle reconnaissance prouve qu'il a contracté le virus en temps et au lieu de travail habituel et qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a eu une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% d'incapacité. Sachez que certaines associations et certains syndicats soutiennent aujourd'hui l'idée de mettre en place un fonds de garantie, à l'instar des fonds qui avaient pu être mis en place dans le contexte de l'amiante. Alors, Patricia, nous avons une remarque disant que comme maladie professionnelle, sauf pour les professions de santé, oui. ce qui me permet de rebondir en disant que n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Patricia va bientôt avancer. Abdel prendra la suite et à l'issue des deux interventions, on passera aux questions. Absolument. Donc, c'est raison pour laquelle j'ai souhaité circonscrire l'analyse en disant qu'on parle d'entreprise industrielle. Aujourd'hui, effectivement, la maladie professionnelle a été reconnue pour le secteur, entre guillemets, des soignants, mais ce n'est pas le cas dans les autres secteurs. Raison pour laquelle certains syndicats et associations souhaitent qu'il y ait une extension du périmètre de la maladie professionnelle. Donc, la responsabilité civile est une chose, la responsabilité pénale en est une autre. La responsabilité pénale pourrait être engagée dans le cadre de la mise en danger délibérée de la personne d'autrui ou en cas de, et ça c'est très important, de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas en la matière un délit intentionnel. Le juge ne vous reprochera pas de ne pas avoir eu, d'avoir eu plus exactement l'intention de mettre la vie d'un salarié en danger, mais pourrait, le cas échéant, vous reprocher une faute d'imprudence ou de négligence. C'est ce qu'on appelle la particularité des délits en droit du travail. Enfin, en termes de responsabilité pénale, si vous n'informez pas et consultez pas votre CSE, vous pouvez avoir un risque de délit d'entrave s'agissant, par exemple, de la mise à jour de documents uniques. La responsabilité de l'employeur est une chose. La responsabilité du salarié, à laquelle on pense peu, en est une autre. Et c'est effectivement extrêmement important, car le Code du travail impose au salarié de veiller certes à sa propre sécurité, mais également et surtout à celle de ses collègues. Et les salariés pourraient de ce fait voir leur responsabilité engagée, notamment en cas de non-respect des gestes barrières. On rappellera que le salarié qui est victime d'un accident du travail et qui a pour origine sa propre faute peut perdre tout ou partie de son indemnisation. Donc, en conclusion, il convient de généraliser et sensibiliser les salariés aux gestes barrières. En la matière, il faut leur faire suivre une formation pratique, focus sur la jurisprudence Renault, dont vous avez tous entendu parler, où les magistrats ont reproché à Renault de ne pas avoir mis en place une formation individualisée et pratique en la matière. Il convient, préconisation également, de prendre contact avec la médecine du travail, de former les managers sur la gestion de crise, de mettre en avant le rôle du CSE. Je terminerai par un tableau qui a le mérite de mettre en exergue ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, l'apport de la jurisprudence, qui effectivement nous
nous enseigne tous les jours de nouvelles préconisations. Et s'agissant du dialogue social, j'ai le plaisir de laisser la parole à M. Abdel Benchabi sur la question florissante en la matière. Merci. Merci pour la transition. Merci beaucoup, Patricia. Oui, Abdel Benchami, vous conseillez les CSE qui réunissent aujourd'hui en fait les anciens comités d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel. Et en tant qu'expert comptable, vous avez certainement été interrogé sur la santé financière des entreprises dans lesquelles travaillent ceux que vous accompagnez. Et puis vous intervenez également sur les aspects touchant à la politique sociale, aux conditions de travail, aux orientations stratégiques des entreprises. Autant dire qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment qui sont complètement d'actualité. Donc, quelles sont les questions que se posent les salariés que vous conseillez? Et puis, qu'est-ce qu'ils attendent des dirigeants qu'ils vont retrouver sur place, hein, sachant qu'ils ont dû, bien sûr, rester en contact avec eux pendant le temps du confinement. Oui, donc, bonsoir à tous. Alors, déjà, je vais essayer de partager mon document aussi brillamment que Patricia. Donc, je ne sais pas Oui, si vous l'avez. Très bien. Ouais. Oui, alors, quelles sont les questions que posent les salariés ou les dirigeants, en particulier les RH, puisque nous, on intervient comme conseil auprès des CSE, donc nos interlocuteurs, ce sont bien sûr les élus, comité social et économique, les délégués syndicaux, et puis en face, si je puis dire, les DRH. Quand je dis en face, je veux dire surtout en termes de partenariat, puisque dans les situations qu'on est en train de vivre depuis maintenant 2 mois, on est clairement en train de chercher des solutions tous ensemble face un peu au tsunami qui nous a submergés. Alors les questions, elles ont évolué avec le temps, hein, parce qu'on a tous eu un effet de sidération avec le confinement autour du 15 mars, et puis après, il y a eu des questions sur le chômage partiel, après des questions sur la santé financière des entreprises, et puis évidemment, maintenant, les questions ont trait à la reprise d'activité, les risques, etc., etc. Donc, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors, moi, j'ai fait quelques slides, comme on dit en bon français, qui vont vous rappeler des choses que chacun d'entre nous sait pour les avoir vécues au jour le jour, j'allais dire 24 heures sur 24, depuis 2 mois. Et je fais ce rappel, non pas pour vous apprendre quelque chose, mais pour que l'on synthétise ensemble l'information afin de comprendre ce qu'il faut faire pendant la reprise. Donc, on a vécu tous un moment historique et un choc inouï. Évidemment, ce qu'a vécu notre pays depuis mi-mars est clairement historique, hein. L'ampleur de l'épidémie à laquelle, évidemment, personne ne s'attendait. Je rappelle, et j'aurais la charité de ne pas rappeler les discours du mois de janvier d'un certain nombre d'autorités sur le fait que s'il y avait 3000 morts en Chine, si on faisait une règle de 3, on serait peut-être à 150 en France. Hein. C'est à peu près la règle de 3, hein, si on rappelle la population chinoise, à peu près 1,4 milliard, un peu en dessous, et notre population. Et puis, derrière tout ça, il y a eu aussi la violence des messages, et puis, de la part des autorités, des surréactions. J'en veux pour preuve, évidemment, la décision annoncée à 20h par Édouard Philippe, un samedi, je ne sais plus si on était le 15 mars ou quelque chose comme ça, de fermeture à minuit de l'ensemble des restaurants, des bars, et accessoirement des boîtes de nuit, à minuit, donc c'est-à-dire 4 heures plus tard. Donc on voit bien là le caractère de surréaction, puisque ça veut dire qu'en réalité, personne n'a l'occasion de se préparer. Il m'est arrivé, ou il a dû arriver à un certain nombre d'entre vous, à minuit, d'être encore au restaurant et surtout d'avoir pas terminé son repas. Je rappelle également la position, une des premières déclarations d'Emmanuel Macron, président, de dire que tout sera mis en œuvre et quoi qu'il en coûte. Et évidemment, derrière ce terme, il y a à la fois quelque chose pour nous rassurer, mais aussi quelque chose pour nous inquiéter, au sens où jusqu'où ça va aller, quoi. Jusqu'où ce puits sans fond va-t-il aller? Et je dirais qu'il y a 2 manières de retenir l'acception de ces termes-là. Et puis, évidemment, ce qui nous a tous perturbés en tant que citoyens, c'est l'instabilité permanente des messages sanitaires. Hein. Je ne rappelle pas l'épisode des masques, qui sont passés de déconseillés à quasiment obligatoires, en tout cas dans certaines situations, notamment transport, les tests, les enfants qui étaient au départ les fameux porteurs sains qui allaient répartir, balancer la maladie à tout le monde, les personnes à risque, et puis on a eu aussi l'épisode Agnès Buzyn qui est venue nous expliquer fin mi-février qu'elle partait conquérir Paris parce qu'il n'y avait pas de problème de corona.
pour nous expliquer ensuite 3 semaines après qu'il y avait un problème. Alors, je ne fais pas ça pour faire le procès de quiconque, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que chacun de ces messages a été reçu par l'ensemble des Français et donc en particulier par les salariés. Dernier élément, évidemment, hein, et je l'ai appelé, c'est un clin d'œil puisque je suis un supporter de PSG, et j'espère qu'il y a parmi nous des supporters de l'OM. Le classico, je l'ai appelé comme ça parce qu'en l'occurrence, le professeur Raoult, il est apparu un peu seul contre le reste du monde avec sa chloroquine. Enfin, moi, je l'appelle comme ça parce que je ne suis pas un spécialiste, ça, vous l'avez compris. Et donc, quand vous avez tous ces messages contradictoires en aussi peu de temps sur quelque chose d'aussi grave, il ne faut pas, en tant que dirigeant, s'attendre à retrouver les salariés qu'on avait avant le 17 mars à la reprise. Ça, c'est le point qu'il ne faut pas oublier. Les personnes qui sont en face de nous ne sont plus les mêmes. D'accord ? Et on va essayer de comprendre comment, pourquoi, dans quelle mesure, et du coup, comment faire avec. Et on ne s'est pas quitté pour 2 mois de vacances. On n'est pas parti 2 mois en vacances. D'abord, on était confinés, donc les vacances étaient quand même relativement limitées à l'appartement ou à la maison. On n'est pas parti en vacances. On a passé 2 mois à des informations en plus assez anxiogènes sur le nombre de morts, le nombre de réanimations, les transports en hélicoptère. Enfin bref, je ne vous refais pas tout ce que vous savez. Simplement, tout ça a marqué et a frappé les esprits. Et ça veut dire qu'au moment où on fait la reprise, évidemment, on ne peut pas faire fi de tout ça et considérer qu'on peut reprendre, j'allais dire, comme ça aussi facilement qu'on avait fermé. Hein. Sans parler des épisodes qu'on a eus sur la date du déconfinement qui pouvaient bouger d'un jour à l'autre en fonction du fait de savoir s'il n'y avait pas 2 personnes sur le canal Saint-Martin. Enfin voilà, donc tous ces épisodes-là, évidemment, ont marqué les esprits. Donc clairement, pour les salariés et pour bien sûr les dirigeants, on est dans une période qui est clairement hostile, où il n'y a presque pas de repères. D'accord ? Et quand il n'y a pas de repères, c'est comme un bouleversement, par définition, la décision doit gagner sa légitimité. C'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas par elle-même, on n'est plus dans le processus, je dirais, continu, où des ingénieurs, aussi brillants soient-ils, puisqu'ils ont fait les arts et les métiers, peuvent, par leur savoir, j'allais dire, imposer la décision, je dirais, comme ça, sans discussion. Pourquoi ? Parce qu'on est passé d'une situation d'insouciance. Hein. Je rappelle moi, je me rappelle des blagues qu'il y avait début mars sur la corona, et puis vous savez, la mort subite. Enfin voilà, il y avait tout ça autour de ça. Hein. Je sais pas si tout le monde avait vu ça à l'époque. C'était la blague évidemment habituelle sur cette maladie, hein, qui était très lointaine. Bon, puis la Chine, c'est loin, puis c'est quand même un pays certes développé, mais pas comme la France. Enfin voilà, il n'y avait rien de condescendant. C'est ce qu'on pensait tous. Et puis on est passé de ça à la psychose, hein, entre guillemets. Et j'ai un exemple qui est très clair à vous donner. C'est les sondages qui sont faits sur les parents qui refusent de remettre leurs enfants en classe. C'est les 2 tiers des Français. D'accord ? Donc ça veut dire que parmi les salariés, je vais dire, toutes choses égales par ailleurs, il y a 2 tiers de salariés, hein, toutes choses égales par ailleurs, qui pensent que c'est dangereux de remettre seulement leurs enfants à l'école. Alors, je ne dis pas travailler. D'accord ? Donc on est en face d'un mur de la peur et intégrer comme ça la reprise de l'activité. Il va falloir gagner l'adhésion des salariés, de leurs représentants, c'est-à-dire les membres du CSE, les syndicats. Alors, les recettes, aujourd'hui, par définition, n'ayant pas de repères, hein, on n'a pas un manuel, j'allais dire, universitaire qu'il suffirait d'ouvrir. Non, il y a un dialogue à construire, il y a une recherche de bonne foi et de bonne volonté du consensus. Ce n'est pas forcément toujours notre habitude en France, j'allais dire un peu de rechercher le consensus comme en Allemagne. Hein. En France, on aime bien plutôt quelque chose, des rapports virils, hein, quand je parle des rapports sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre la direction et puis la représentante du personnel, qui peut monter à un certain niveau je ne vais pas dire de violence, mais en tout cas un certain niveau de tension. Et puis ensuite, on trouve un accord. On va dire que naturellement, le consensus n'est pas l'objectif. Il peut être le résultat à l'issue d'un conflit, puisqu'il faut en sortir. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif. Généralement, il y a un bon rapport de force classique. Là, il faut mettre tout ça de côté. Il faut considérer que, j'allais dire au moins, il y a un des termes qu'avait utilisé Emmanuel Macron, qui était de dire « nous sommes en guerre ». Je dirais que là, on est peut-être à essayer de construire l'après-guerre. Et dans l'après-guerre, justement, il y a un petit peu à retrouver, j'allais dire, ce qui avait fait la force de la France en 1945, c'est-à-dire le fait que des gaullistes aient pu travailler avec des communistes en bonne intelligence et que chacun gardant ses idées. Je ne dis pas que les représentants du personnel sont des communistes et que les dirigeants sont des gaullistes. Hein. C'est juste une image pour que chacun comprenne ce que je veux dire par là. Donc la bonne foi, la bonne volonté, c'est clairement ce que le dirigeant doit mettre sur la table. On n'est plus dans le dirigeant qui sait et qui maîtrise parce qu'on est en face de quelque chose où
il nous a été démontré que même les plus grands infectiologues ne savaient pas maîtriser ce qu'ils nous disaient lorsqu'ils nous affirmaient au mois de février qu'on ne serait pas concerné par cette maladie. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, la parole, si vous voulez, légitime en France, elle est remise en cause. Et puis je rappelle qu'on est un pays qui reste marqué, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, par l'épisode Tchernobyl. Donc si vous voulez, il y a tout un climat de défiance à l'égard des dirigeants. Et on ne peut pas mettre ça de côté. D'accord ? Il faut qu'on avance. Donc bien évidemment, on va essayer de trouver des solutions. En revanche, on ne peut pas avancer simplement par, je dirais, je suis le chef et je décide. On va donner, et ça c'est un des points les plus importants, puisqu'on est en terra en partie incognita, on va donner aux acteurs aussi locaux une marge d'adaptation. On va faire un peu ce qu'a fait Macron avec les maires, c'est-à-dire que selon la taille, la complexité de l'organisation et puis du niveau de risque encouru par les salariés de terrain, c'est-à-dire que d'un service à l'autre, on va adapter les règles. Il n'est peut-être pas question de mettre tout le monde à la même enseigne dans une entreprise. Et puis, il y a un autre point évident, c'est la réévaluation et l'ajustement continu dans le temps des mesures de sécurité. Parce que justement, la connaissance, ou en tout cas la prétendue connaissance que l'on a de cette maladie, de ses conséquences, évolue, je ne vais pas dire chaque jour, mais quasiment. Donc ça veut dire qu'on va évoluer aussi dans le temps. Et pour ça, on ne peut pas arriver avec une procédure posée et figée le 11 mai au soir. Il faut dire à tout un chacun dans l'entreprise que, évidemment, j'allais dire, le principe un peu éculé de la boîte à outils peut fonctionner et que, en tout cas, on est là pour être à l'écoute. Alors, le dirigeant post-Covid, il a un petit peu changé par rapport aux dirigeants, j'allais dire, anté-Covid ou pré-Covid. Il est clairvoyant, pourquoi ? Parce qu'il doit identifier, et donc, bien sûr, ça passe par le discernement, évidemment une qualité essentielle pour un dirigeant de manière générale, mais pour le cas particulier, ce discernement, c'est évidemment de voir ce qui est critique et ce qui n'est pas. On va y revenir en détail juste après. Bien sûr, être juste, parce que vous avez des interrogations des salariés. Je vais vous en donner une qui est très classique, entre ce qu'on appelait naguère l'école bleue et l'école blanc, avec ceux qui peuvent être en télétravail et ceux qui doivent être, j'allais dire à la mine, vous me pardonnerez l'expression, dans les usines. Je parle de l'industrie, et moi je suis évidemment fervent défenseur de l'industrie française. Donc évidemment, il faudra éviter les non-dits et se retrouver avec des situations où finalement on a l'école bleue qui sont sur le terrain avec, à tort ou à raison, le sentiment qu'ils prennent des risques, et puis l'école blanc dont j'allais dire je fais partie, qui serait derrière leur ordinateur avec un accès Internet leur permettant d'envoyer des mails et de demander des statistiques sur la productivité. Caricature mon propos, simplement pour dire qu'il va peut-être falloir qu'un certain nombre de cadres aillent mouiller la chemise et aillent aussi au bureau en même temps finalement que les troupes, parce que même s'ils peuvent techniquement télétravailler, il me semble que psychologiquement, on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui doit être au fond de l'atelier parce qu'il risque rien avec un masque et que moi je vais continuer à être à 100 km dans ma maison de campagne à gérer à distance. Donc ça, c'est ce que j'appelle aussi une forme de bienveillance à l'égard des équipes. Et ça, c'est un point important parce que quand vous avez un tel choc, qui est à la fois, on va dire, sociétal et sanitaire, bien sûr, mais aussi psychologique, parce que chaque personne, à un moment donné, se retrouve à se demander ce qui pourrait lui arriver s'il avait cette maladie. Ça, c'est évidemment la psychose dans laquelle maintenant on est, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a plus de règles, en tout cas, c'est ce qu'on ressent, que cette maladie peut tuer n'importe qui, parce qu'on nous a montré des enfants, des gens en bonne santé, etc. Bon, en oubliant que les statistiques n'étaient évidemment pas celles-là. En revanche, sur cette peur, cette psychose, il est évident que la bienveillance des dirigeants sera déterminante dans l'activité post-Covid. Je considère que la première réunion qui devra être mise en place dans les ateliers ou dans l'entreprise ne doit pas servir à être une réunion technique pour froidement poser des procédures. Elle doit être une réunion, je dirais, quelque part d'empathie, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire on se voit, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, dans le pire des cas. Donc la première des questions, c'est comment allez-vous, comment va vos familles, voici comment également va l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut avoir une réelle transparence avec les salariés, il faut jouer la carte de la confiance, et quand je dis il ne faut pas les infantiliser dans le slide, je veux dire par là, il faut éviter les 2 excès qu'ont parfois certains DRH, qui est de dire ça va bien quand c'est le cas parce qu'ils ont trop peur de se retrouver avec des revendications on va dire, salariales, ou alors de ne pas inquiéter
les salariés en leur disant que ça va mal, alors que c'est le cas. Donc, je pense qu'il faut jouer carte sur table. Il faut jouer carte sur table parce qu'on va construire quelque chose où il y aura certainement dans le temps un processus d'ajustement selon l'évolution de la maladie, de l'aggravation de la situation économique. Et donc, si on commence par être un peu opaque à la première réunion sur la situation de l'entreprise, on risque de se faire prendre les pieds dans le tapis ou la main dans le pot de confiture. Donc, il faut jouer la transparence clairement parce que, on va dire, on va avoir une histoire qui va être un peu longue à construire avec les salariés ou leurs représentants. Autre sujet important dans cette période incertaine, le dirigeant doit accepter de ne plus avoir seul la main. Hein. Mais je vous rassure, vous avez vu que ni les médecins ne l'avaient vraiment, hein, quand on voit comment ils s'écharpent sur tel ou tel traitement. Donc, c'est certainement pas un dirigeant, j'allais dire, aussi éminent soit-il, qui peut avoir la main sur cette situation-là. Et simplement, il doit l'intégrer et l'accepter. Alors, ce n'est pas forcément, on va dire, son tempérament, et ce qui est normal, puisque habituellement, hein, il a la barre et quand il y a un peu de tempête, c'est à lui de négocier, je dirais, pour passer au bon endroit. Il faut bien comprendre que dans la situation à laquelle nous sommes, nous avons un niveau de risque perçu, hein, je souligne ce terme, qui est immense et qui est en plus indéterminé. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cette maladie s'arrêtera, on ne sait pas qui elle frappera, comment. On s'est retrouvé dans des situations avec des messages complètement contradictoires, où on avait l'impression que le simple fait de passer à moins de 3 mètres de quelqu'un pouvait tout de suite nous exposer à un risque majeur. Donc, à partir du moment où on ne sait pas exactement quel est le niveau de risque et quand est-ce qu'il sera terminé ou borné dans le temps, le dirigeant se retrouve face à ce qu'on appelle une asymétrie du risque. Bon, ça, c'est un grand classique, mais qui est ici inédite. Je rappelle que le gouvernement, depuis 2 mois, il n'a pas chômé au moins sur un sujet qui sont la batterie de nouvelles règles, hein, droit du travail, etc. etc. Et tout à l'heure, vous avez eu un exposé assez brillant sur le sujet, assez complet. En revanche, moi, la position que j'ai, elle n'est pas une position de juriste, elle est une position de, je dirais, de praticien. Quand je regarde un petit peu, alors à l'aune de ce que j'ai pu analyser, la décision Amazon ou la décision Carrefour Market et puis Renault, on n'a pas d'abord affaire à des petites entreprises où le niveau de droit social ou la connaissance du droit social par l'entreprise est faible. Hein, je parle de Renault ou d'Amazon. Et pourtant, ces 2 entreprises se sont retrouvées intimées par les juges de devoir prendre des dispositions, soit d'arrêt, soit de suspension d'un certain nombre d'activités. La vraie question aujourd'hui, elle est peut-être au-delà du juridique. Est-ce qu'un juge est prêt lui-même, lorsqu'il prend une décision en âme et conscience, de prendre le risque de maintenir une activité qui pourrait demain, le cas échéant, et alors, je ne parle pas de preuve, je parle simplement de bon sens, devenir un cluster. Hein. J'emploie ce terme qui est à la mode parce que vous avez vu qu'à chaque fois qu'on croise un type fin fond de la Dordogne qui l'a, on nous explique que c'est un drame. On parle de 1 ou 2 personnes. Donc, le juge aussi, il est un homme de la société. Et donc, en tant qu'homme de la société, s'il a le moindre doute ou le moindre, je dirais, élément qui peut lui permettre de suspendre une activité, il le fera. Parce qu'il préférera que Renault perde 2 semaines de production plutôt que de se retrouver avec un cluster Renault-Sandouville où on dira, vous avez vu, le juge est complètement irresponsable, etc. etc. Je ne parle même pas de l'aspect responsabilité, je parle simplement même, je dirais, du poids moral qu'on pourrait avoir. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'utilisation du principe de précaution à outrance, volontairement, parce que je ne me place pas sur le terrain du droit, je ne cherche même pas à savoir si la décision est fondée, j'en serais peut-être même bien en peine de pouvoir le dire, hein, pour être très clair, je n'ai pas la compétence technique. En revanche, je constate qu'elles sont allées quand même plutôt dans le même sens, ces décisions, et surtout, elles ont affaire, et je le répète, à des entreprises a priori plutôt outillées sur le plan, je dirais, du conseil juridique. Donc, face à tout ça, pour moi, le dirigeant doit changer de logiciel et ne pas considérer qu'il a la main seul sur la reprise d'activité. Ça fait partie des choses qu'on doit savoir dire à ses équipes, reconnaître explicitement, ce qui n'est pas notre tempérament en France, hein, moi le premier, de dire je ne sais pas tout, je serai à l'écoute des propositions pour protéger les salariés, de bien poser en face des équipes que clairement la priorité, ce n'est pas la reprise d'activité, que c'est la protection des salariés. Évidemment, il y a toute une batterie de mesures qui sont maintenant bien documentées par la littérature, le ministère du Travail, sur les équipements de protection individuelle appropriés, sur l'histoire de masque pas masque, distanciation, formation, utilisation des masques, horaires décalés, fléchage
savez, comme dans les gares, pour que les salariés gardent leur distance d'un mètre là, à respecter. Des horaires décalés hein, aussi, on a vu se mettre en place dans les usines. Alors, ce qui pose des problèmes d'ailleurs d'organisation et de productivité. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a toute une batterie de mesures, elles sont relativement connues. Maintenant, il y a bien sûr toujours aussi, et ça c'est un point important, tout ce qui est zone cafétéria, enfin, buvette, hein, pause café, etc., qu'il faut réaménager pour être sûr qu'on n'ait pas trop de monde au même endroit. Donc, ça peut être un nombre de personnes maximum, etc. Donc, mais tout ça doit être discuté parce qu'en réalité, ça va finalement le niveau de risque, il est pris par les gens qui sont ensemble et qui travaillent ensemble. Pas forcément le dirigeant ou même ses équipes du comité de direction qui vont, j'allais dire, vivre dans l'atelier le niveau de risque, puisque ce niveau de risque qui va dépendre finalement de la promiscuité entre les collègues. Et puis du process industriel qui fait qu'on a à se parler, de se rapprocher ou pas se rapprocher, etc., etc. Donc j'aurais tendance à dire, il faut poser ça sur la table comme étant toute une batterie possible, tout un arsenal, et puis après, le curseur, il va être vraiment débattu et il va être tranché avec les équipes. Et Abdel, à votre avis, c'est quelque chose qui est en train de se passer, ça? Ce que je vois, moi, j'ai vu ça dans une entreprise assez grande, hein, industrielle. Elle fait du champagne, donc l'avantage, c'est que là, on n'a pas de risque de délocalisation. Une des plus grandes, où ils sont quand même 1500 salariés, et où, effectivement, ce qui a été débattu, alors en plus, ils ont des secteurs d'activité très différents. C'est à la fois une entreprise industrielle, on fait du champagne, mais en même temps, c'est des vignes. Hein, donc, forcément, le vigneron qui est tout seul dans son tracteur, lui, bon, le geste barrière, le masque, c'est peut-être un peu excessif pour lui, parce que il croise de temps en temps, j'imagine, quelques oiseaux, mais pas trop de collègues. Mais c'est vrai que dans les ateliers de mise en bouteille, ce qu'ils appellent l'habillage des bouteilles, là, les ouvriers sont très proches les uns des autres. Et là, chacun a accepté la mise en place du masque. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire non plus que le dirigeant ne doit pas trancher à certain nombre de points, hein, pas d'ambiguïté. Il y a un degré minimum de sécurité incontournable, et celui-là, il n'est pas négociable par hypothèse. Hein. Après, c'est le renforcement ou, je dirais, l'adaptation d'un certain nombre de mesures. Parce que quand on parle, par exemple, de cette histoire de distance physique à maintenir d'1 mètre et plus, si on est certain de pouvoir la maintenir, je crois que le débat du masque il est un peu dépassé. Après, il y a peut-être des endroits où c'est plus compliqué d'en être sûr. Et dans ce cas-là, le masque peut s'imposer. Enfin voilà, il y a vraiment un débat à avoir et au cas par cas, si vous voulez. Hein. On peut donner l'exemple en tant que citoyen très facilement du cas par cas, puisque on voit que dans les grandes surfaces, où pourtant il y a beaucoup de monde, le port du masque n'est pas, alors on parle, imposé aux uns et aux autres. Et on voit que des fois, dans certaines petites boutiques où finalement on va croiser personne, c'est déjà imposé. Hein. J'ai vu ça hier à Paris et aujourd'hui encore. Donc moi, je pense que là, il y a un tâtonnement à trouver avec les gens de terrain. Donc c'est beaucoup de dialogue en fait qui est oui, à mettre en place. Mais je vous ai interrompu, je vous laisse peut-être conclure. Non, Jean, c'est très bien. C'est très bien parce que je suis en train de. C'est pas. Et d'ailleurs, moi-même, je pense que le terme est impropre. J'ai dit négocier, mais c'est un abus de langage parce que je suis habituellement habitué à négocier. En réalité, c'est le curseur à mettre en fonction du degré de risque qu'a l'organisation et qu'ont les salariés. Si les gens ont vraiment peur, moi, je suis pas là pour d'un revers de la main. Je sais pas, moi, à titre personnel, le masque, je trouve ça chiant à mettre, ça m'étouffe, etc. Donc, je vais plutôt l'éviter. Mais je ne vais pas aller dire à un type qui met un masque que c'est quelqu'un de trouillard. On doit s'adapter aussi à la population qu'on a en face de nous et il ne faut pas arriver en disant voilà, le masque ne sert à rien. Finalement, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, autant pour moi. C'est plutôt qu'est-ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dans l'équipe, d'accord ? Si on regarde la question, par exemple, ça c'est pareil, c'est encore un autre cas surréaliste. La question de est-ce que par exemple, on fait des tests sérologiques. Vous savez, il y a des entreprises, il y a Veolia qui avait proposé ça pour tous ses salariés, qui s'est fait retoquer par le ministère du Travail. Puis la position aujourd'hui est en train de changer parce que précisément, on s'aperçoit. Alors bien sûr, tout ceci était fait sur la base du volontariat et les salariés n'étaient pas obligés d'accepter la prise de température ou le test. Hein, et l'employeur, il n'avait pas d'alternative. Hein. C'est pour les salariés qui refusaient, c'était de les laisser entrer sur leur poste de travail ou en tout cas de continuer à les payer parce qu'il n'a pas à imposer ce type de test, ce type de prise de température. Enfin, en tout cas, il ne peut pas obliger un salarié à le faire. Donc ça aussi, si vous voulez, c'est un niveau de peur
qui dépend d'abord peut-être de la région dans laquelle on est. Hein. Peut-être qu'on est plus marqué dans le nord-est, à côté de Mulhouse, que si on est, je ne sais pas, moi, à Biarritz. Enfin, je donne un exemple un peu caricatural. Mais donc voilà, Jean, il faut trouver ça sur le terrain. Et donc, par exemple, si je suis chef d'entreprise avec une usine qui est peut-être dans l'Oise et une autre qui est, je ne sais pas où, au fin fond de la Bretagne, peut-être que les procédures ne seront pas les mêmes. D'accord ? Et puis, il y a la question du sens derrière tout ça. Au-delà de se poser les questions de dire, voilà, les masques, la formation, etc., la question, c'est celle réellement de refonder le pacte social. Alors, ça peut paraître un grand terme de ma part de l'utiliser, mais je crois qu'il faut dire les choses aux représentants du personnel. À quoi sert la reprise ? Parce que je rappelle quand même qu'il y a encore quelques jours, ou il y a même pas 10 jours, on avait un gouvernement qui nous menaçait, j'utilise à dessein ce terme, de déplacer la date de déconfinement. D'accord ? Et donc, si vous voulez, en face de ça, vous avez des salariés qui ont intégré un niveau de peur qui ne vont pas quitter du jour au lendemain. Et ça veut dire que si on leur dit qu'on reprend, j'allais dire quelque part, pour faire un peu plus de pardonnez-moi un peu plus de marge, et pardonnez-moi l'expression, c'est simplement pour dire que, évidemment, ça ne donne pas du sens à la reprise du travail. Ce qui donne du sens à la reprise du travail, c'est de dire aux salariés, selon la réalité, parce que il était une question de survie, et ça peut être le cas pour un certain nombre d'industries, hein, je n'en doute pas une seconde, ou bien, et soyons clairs aussi de le dire, si ce n'est pas la question de la survie, et tant mieux, ça dégagera des marges et que ces marges seront à, j'allais dire, distribuer, alors pas nécessairement et entièrement aux salariés, mais en tout cas, je crois il faut éviter les non-dits. Il faut éviter les non-dits avec les salariés, parce que vous avez, et vous le savez bien, on est en France, donc on aime bien râler, derrière des salariés qui vont d'un côté dire, bon, de toute façon, c'est perdu, l'entreprise est fichue, donc moi, je ne vais pas risquer ma vie alors que l'entreprise est fichue. Puis vous avez d'autres qui vont dire, oui, bon, ça va, ils gagnent beaucoup d'argent et encore plus maintenant, etc. etc. D'accord ? Donc, il faut éviter tout ça et éviter ces non-dits, c'est repenser le pacte social avec les représentants du personnel. D'accord ? Alors, ça, c'est une suggestion de ma part, hein, mais lorsqu'on fait la reprise d'activité et que quelque part dans cet accord implicite avec les salariés, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, la reprise vous expose à un risque, et ce risque, nous allons d'abord le minimiser, évidemment, mais simplement, ce risque n'est pas nul. Et il n'est pas nul, je ne parle même pas en tant qu'épidémiologiste, je parle en tant que citoyen, puisque tous les jours, on nous assène que le risque est partout. D'accord ? Que croiser un enfant, c'est dangereux, que croiser ceci, etc. On ne peut pas aller voir les anciens, on ne peut pas aller à des obsèques. Je ne sais pas si vous voyez d'où on sort. On avait quand même, il y a encore 15 jours ou 3 semaines, quasiment des interdictions d'aller à des obsèques de proches. Donc, on est quand même dans une situation où quand on dit à un salarié, tu ne peux pas aller aux obsèques de ton oncle, mais tu dois aller travailler, il faut bien comprendre la charge émotionnelle qu'il peut y avoir derrière tout ça. D'accord ? Donc, pour moi, les dirigeants, ils doivent s'engager. Il faut trouver, hein, je n'ai pas la réponse pour tout le monde, évidemment, sur le maintien de l'emploi quand c'est possible. Alors, vous avez vu les grandes entreprises du CAC 40, c'est la suspension du dividende. Est-ce qu'il y a de l'apport d'argent frais, de la new money à remettre dans l'entreprise ? Je ne sais pas quels sont les engagements qu'un dirigeant peut prendre, ou si même il peut en prendre. Mais en tout cas, il doit poser avec les salariés le fait de dire on est clairement, et alors plus que jamais, dans le même bateau, parce que là, pour le coup, c'est la réalité. Alors, j'avais pensé aussi une toute petite suggestion pour bien montrer que l'objectif, ce n'était pas on produit comme des bourrins, et pardonnez-moi de l'expression, mais que clairement, la priorité reste la santé. Et c'est pour ça que des systèmes d'alerte du type WhatsApp ou du type boîte mail pour les plus grosses organisations et même d'une procédure de retrait, c'est-à-dire clairement poser un cadre dans lequel, si, je ne sais pas, on a le sentiment qu'un collègue a de la fièvre, ou je sais pas quoi, etc., il puisse y avoir une alerte de données. Alors, intempestive, etc., où ce n'est pas la dénonciation non plus, mais en tout cas quelque chose qui puisse s'organiser pour bien montrer que l'entreprise n'a pas l'œil rivé que sur, j'allais dire, l'écoulement, la réalisation de sa production et la reconstitution de ses stocks, mais bien aussi sur ces questions de santé. Alors, Abdel, je suis désolé, je vais vous presser un peu pour qu'on oui, puisse j'ai prendre fini, quelques questions. Voilà. J'ai fini, je crois que j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini par j'allais dire, une banalité, donc ça devrait aller vite. La reprise se gagnera par confiance dans une situation aussi inédite et complexe. Il faut donc que le dirigeant et que toute personne, moi le premier, se garde de considérer ou de prétendre qu'il sait tout. Et évidemment,
pour que la réussite soit pleine, il faut que les salariés soient impliqués. Sinon, gare au taux d'absentéisme qui pourrait exploser. Hein. Je rappelle qu'aussi, il y a la petite couche absentéisme, parce qu'aujourd'hui, il y a un décret qui est paru, le médecin du travail peut arrêter tout salarié pour suspicion de Covid. Alors, je peux vous dire que s'il y a des salariés qui ont peur, ils auront vite mal à la tête, hein, ils vont vite tousser. Hein. Et puis le médecin du travail, il ne va pas s'embarrasser à faire des tests dans tous les sens, il va arrêter le mec, j'allais dire un taux d'absentéisme exorbitant. Donc il faut les protéger, il faut les considérer, il faut les écouter. Et donc évidemment, ça c'est aujourd'hui le rôle du dirigeant, discernement et empathie. Voilà, j'ai fini, Jean. Désolé pour le timing. Non, merci, c'est passionnant. Hein, simplement, on va prendre quelques questions. J'en ai une première pour Patricia Gomez-Talimi. Est-ce qu'un accord du CSE sur les mesures de protection dégage l'employeur de sa responsabilité? Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner un blanc-seing en la matière. D'abord parce que vous avez plusieurs sortes de responsabilités. Vous avez la responsabilité civile et pénale, et puis vous avez la responsabilité au regard des salariés en particulier, mais le cas échéant au regard du CSE. Alors, reprenons votre question. Je pense qu'il faut garder trace de tout ce que vous faites, vous, employeur. En fait, il faut une traçabilité de l'ensemble des mesures que vous prenez. C'est ce qu'on appelle une obligation de moyens dite renforcée. Avant que la jurisprudence n'évolue, dès lors qu'il y avait un accident du travail, on considérait que l'employeur était, ouvrez les guillemets, coupable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, l'employeur doit prouver qu'il a tout mis en œuvre pour que son salarié ne contracte pas le Covid dans ses locaux. Premièrement. Deuxièmement, compte tenu de cette situation exceptionnelle de pandémie, et compte tenu notamment de cette problématique qui a été évoquée par les députés, par les sénateurs, de comment faire en sorte que la responsabilité du dirigeant ne soit pas mise en cause de manière beaucoup trop hasardeuse, je suis pour le coup, dans les entreprises industrielles en tout cas, confiante. Je suis confiante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a affaire à des hommes et des femmes de bonne volonté. Premièrement. Deuxièmement, le Covid est partout. Donc, il n'y a pas les salariés qui pensent tous à déclarer un accident du travail ou une maladie professionnelle, et on n'a pas de l'autre côté des dirigeants qui pensent tous à ne pas respecter les mesures aujourd'hui. Et comme le soulignait Abdel, nous sommes dans un monde où on a tous les mêmes intérêts. Donc, Jean, je pense très honnêtement que la question de la responsabilité est importante, mais elle ne doit pas occulter la réalité des choses. C'est qu'au quotidien, les salariés et les employeurs ont exactement les mêmes intérêts, ainsi que les représentants du personnel, à savoir que tout redémarre vite dans la sécurité de chacun. Alors, Abdel, j'avais l'asymétrique, mais déjà Patricia a commencé à répondre. C'est est-ce que le CSE n'avait pas intérêt à essayer de se dégager de toute responsabilité en émettant des réserves sur tout ce qui pouvait être fait? Mais je suppose que non, je ne suis pas sûr que la problématique pour un CSE ne se pose pas comme ça. Sincèrement, hein, j'en ai vu de toutes les couleurs, si vous passez l'expression. Je ne crois pas que ce soit ça. Bon, d'abord parce que la situation est assez grave. Donc, au jeu des acteurs habituels ou des surenchères entre syndicats pour dire voilà, moi, je suis plus dur avec la direction parce que je ne me laisse pas faire et votez pour moi la prochaine fois parce qu'eux, ils se laissent faire. Bon, déjà, je ne suis pas sûr que ce serait presque indécent dans la situation à laquelle on est. Mais non, je crois que ce n'est pas la question de la responsabilité, parce que le CSE, il n'en aura pas par hypothèse de responsabilité, il en aura peut-être une aussi, j'allais dire, pire morale, qui serait de dire ouais, tu as laissé faire alors que tu aurais dû t'opposer à telle ou telle mesure. Mais non, je crois que le débat, il est plutôt pour moi au niveau du CSE, de dire voilà,
j'ai ouï dire que dans telle usine, ils avaient mis en place telle ou telle mesure, comment ça se fait que nous, on n'y a pas droit? Enfin, vous avez plus ce genre de choses parce que vous allez forcément trouver des pratiques ailleurs, dans d'autres circonstances. Et c'est en ce sens-là qu'il faut avoir un débat sur les mesures à mettre en œuvre et trouver un diagnostic partagé, parce que sinon, vous aurez toujours Monsieur Plus de Balzen. Et mon entreprise de luxe de Champagne, je ne peux pas vous donner tout le détail de ce qu'ils ont fait, mais c'est un luxe de précaution inouï. Donc si vous voulez, voilà, quand vous avez beaucoup d'argent, ben, eux, ils ont, par exemple, ils sont 1500, ils ont embauché 15 personnes. Ils ont embauché 15 personnes pour gérer le respect des mesures. Voilà. Et je sais bien que toutes les industries françaises, et même les entreprises de services, d'ailleurs, ne peuvent pas faire ça. Alors, il y a un des auditeurs qui dit que le CSE n'est que consultatif. Oui, et alors, ce n'est pas le débat. Je crois qu'il faut sortir d'une logique qui pourrait être de dire le CSE, à la limite, je vais faire un accord comme ça, je suis tranquille, ou alors le CSE, je vais juste lui demander son avis, et puis de toute façon, s'il n'est pas d'accord, je m'en fous. Non, ma question, elle n'est pas là. Ma question, elle est, est-ce que je vais convaincre les représentants du personnel et donc les salariés de reprendre l'activité? Parce que sinon, je vais me retrouver avec un risque d'absentéisme qui va exploser. Sans parler éventuellement d'un autre risque, et c'est peut-être le pire, c'est un risque de me retrouver avec une productivité qui se détériore parce que à force de me demander de faire des tas de gestes, je vais jouer au con et je vais le respecter, la distance de sécurité. Mais je vais faire des détours de 400 mètres pour vous éviter, Jean. J'exagère évidemment, vous m'avez compris. Et donc, on va avoir des problèmes de productivité. Du zèle, oui. Une question pour Patricia, et puis après on va passer la parole à Jean-Guy Quéromès. Quid des trajets pour les franciliens qui prennent les transports en commun, qui s'inquiètent toujours? Est-ce que l'employeur peut forcer à venir au travail? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, alors Abdel, si vous... on peut effectivement répondre à deux, mais je pense qu'on va répondre de la même manière sur les trajets en Île-de-France, la région Île-de-France, ainsi que les grands transporteurs, RATP, SNCF, etc., ont signé un protocole que vous devez tous connaître, qui prévoit effectivement une reprise progressive. Quand vous me dites, est-ce que l'employeur peut obliger son salarié en région parisienne à prendre les transports à l'heure de pointe, les transports en commun à l'heure de pointe, je vais vous répondre, bien sûr qu'il peut l'obliger, mais c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'il y a un consensus et une unanimité en la matière, c'est-à-dire on privilégie les transports hors heure de pointe et on fait en sorte que les transports se déroulent dans la protection la plus absolue, notamment avec un masque. Donc, sur le sujet, je parlerai d'horaires décalés. Et je parlerai de transport à titre individuel et non pas à titre collectif. En tout cas, pour les 15 jours à venir, Jean. Abdel, vous voulez compléter? Non, j'ai rien à ajouter à ce que dit Patricia, je suis d'accord à 100%. D'un consensus. Écoutez, à ce moment-là, si vous le voulez bien, on va peut-être, je vais vous remercier d'abord pour vos interventions qui sont très éclairantes, et puis rappeler que vos présentations seront envoyées par mail à l'ensemble des participants à ce webinaire, et passer maintenant la parole à Jean-Guy Quéromès, qui est donc vice-président formation industrie de la Société des arts et métiers, et qui a mis au point une méthode Garas avec l'école, donc Michael Rivel, dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Oui, alors c'est une méthode à laquelle nous avons pensé assez rapidement dès le début des problèmes et de la crise. Pourquoi? Parce que nous sommes une société d'anciens élèves qui est forte de 34 000 membres et qui comprend dans ses membres un nombre très important de chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise de grosses entreprises, de TI, de PME, de TPE. Et autant les grandes entreprises ont mis sur le pont très rapidement des équipes pour préparer cette reprise dès le mois de février ou mars,
Autant pour les TPE, PME, c'était un peu plus difficile parce qu'elles n'ont pas forcément le personnel à mettre sur le pont pour préparer. Donc d'abord, on s'est renseigné auprès des pouvoirs publics pour savoir ce qui existait. On est allé voir les gens que nous connaissions. Donc moi, j'ai pris contact avec le directeur industriel du groupe PSA qui travaillait et qui avait une équipe qui travaillait sur cette reprise. J'ai vu le PDG de We Are Group, qui est un groupe de mécanique aéronautique, qui avait fait aussi quelque chose, et enfin un guide assez intéressant. Et on a décidé de travailler sur ce guide à partir des préconisations gouvernementales et de ce qu'on a vu chez un certain nombre d'entreprises. À cela s'est ajouté très rapidement, parce que nous avons des échanges avec l'école des arts et métiers très fréquemment. L'école s'est associée depuis le début évidemment à cette démarche et a proposé quelque chose d'assez unique. Elle a proposé de mettre à disposition des entreprises qui le désireraient des stagiaires de première, de deuxième ou de troisième année, principalement de première année au début, mais il y a quelques élèves de deuxième ou de troisième année qui se sont portés candidats pour le faire, pour aller déployer dans les entreprises qui n'ont pas forcément la main-d'œuvre pour le faire, comme je l'ai dit, les préconisations de ce guide. Alors sur ce guide, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, il y a un préambule qui explique pourquoi est-ce qu'on l'a fait. On parle dedans aussi de la date, hein, parce qu'on rappelle, on a des versions et on rappelle la date parce qu'il y a des mises à jour périodiques. Par exemple, là, c'est la date du 4. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, dimanche il y a une semaine, il y a eu une mise à jour du ministère du Travail que nous avons intégrée. Et certaines préconisations changent avec le temps. Donc, dans le guide, on rappelle aussi les liens vers les différents organismes qui ont des préconisations de ce type. Dans le préambule, on rappelle une chose qui a déjà été dite à la fois par Patricia et par Abdel. L'application de ces préconisations, elle reste sous la responsabilité du chef d'entreprise. C'est un point important. C'était aussi utile pour nos stagiaires. Nos élèves de première ou deuxième ou troisième année ne sont pas forcément très au fait de cela. Et donc, on rappelle que c'est bien le chef d'entreprise qui doit le faire et qui doit analyser les risques, comme ça a été dit, hein, avec les représentants du personnel. Et cette analyse doit être réactualisée en fonction des événements, des préconisations, mais aussi des remontées du terrain. Il est très important de savoir ce que les personnels pensent des préconisations. Et il est aussi indispensable, moi je vais même un peu plus loin, il est vraiment indispensable que le management soit sur le terrain. Ça va sans dire, parce que c'est une règle de management évidente, hein, mais ça va mieux en le disant. Il est vraiment très important que le management soit présent, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe et pour avoir les remontées, mais surtout pour montrer qu'il est présent et qu'il ne se différencie pas, qu'il ne reste pas au chaud, comme on l'a dit tout à l'heure, en télétravail, pendant que les personnels sont à la mine. Il doit être avec et tout le temps, et surtout en cette période où les gens ont peur et où ils se posent beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? On retrouve la législation et les règles générales. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis là-dedans? Parce qu'au début, on avait fait quelque chose de très, très applicatif. Et on a eu beaucoup de remontées qui nous ont demandé de mettre des liens, de rappeler ce qui était réglementaire et les règles générales. On a des préconisations d'équipement. On a des préconisations concernant les bureaux, les ateliers, la supply chain, les salles de réunion, les zones de restauration. Préconisations qui, bien évidemment, peuvent évoluer avec le temps et qui peuvent évoluer en fonction de chaque entreprise et des remontées du terrain. Sur le transport du personnel en particulier quand il y a des transports en commun organisés par l'entreprise, et il y a un certain nombre d'annexes et de questions et de réponses aux questions. Typiquement, je ne fais pas vous passer tout le document, vous avez sous les yeux un exemple d'un des flips de notre procédure qui rappelle la loi, la réévaluation des risques, le dialogue, ce qui a été présenté tout à l'heure par Patricia. Des règles générales qui sont très graphiques. Là, on en a mis quelques-unes sur le même flip, hein, elles sont bien évidemment séparées, mais avec des choses intéressantes que nous avons trouvées. Il y a eu beaucoup de créativité durant cette période de confinement. Les crises sont souvent propices pour cette créativité. En particulier, que faire quand on rentre chez soi? Un
truc tout bête qu'on n'avait pas forcément vu au départ, mais qu'est-ce qu'on doit faire en rentrant à la maison? Comment est-ce qu'on collecte les déchets? Problème qui n'est pas très simple. Qu'est-ce que je dois faire comme chef d'entreprise si on constate ou on a une suspicion de Covid chez soi? Des préconisations très graphiques sur les masques, sur le gel, des photos qui expliquent comment ça a été traité par certaines entreprises. Ici, vous avez une photo qui vient d'une usine de mécanique de PSA et 2 photos qui viennent d'une entreprise, We Are Group, justement, qui est dans le domaine de la mécanique aéronautique. Et donc, vous voyez, par exemple, l'exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de droite, dans lequel on regarde, on voit comment on peut manager une aire d'équipe pour le briefing du matin ou du soir en début d'équipe, chose que certains pensaient impossible. Ben là, vous voyez, ils l'ont fait, ça marche bien et on peut très bien le faire. Préconisation sur les vestiaires. Les 4 mètres carrés dans un vestiaire, ça pose vraiment un gros problème. Donc, le meilleur moyen, c'est de séparer les équipes quand c'est possible, de réaménager les horaires, de faire que les équipes ne se croisent pas. Préconisation pour les bureaux avec des exemples très simples hein, que tout le monde peut comprendre. Les salles de réunion, l'aération entre chaque réunion. Sur la supply chain, ben, comment est-ce qu'on reçoit les clients, comment est-ce qu'on reçoit les fournisseurs, comment est-ce qu'on reçoit les pièces, les cartons, le courrier, comment est-ce qu'on fait. Alors pour chacune de ces préconisations, il y a évidemment un petit texte explicatif un peu plus détaillé. Les zones de restauration, est-ce qu'on laisse les gens aller faire la queue pour aller acheter des croissants ou des paquets de friandises le matin? Comment est-ce qu'on fait dans les cantines quand on est obligé de la garder, sachant qu'il y a eu des aménagements au règlement qui permettent, durant la période de redémarrage, de manger dans les bureaux, ce qu'on n'a pas le droit de faire habituellement. Il y a des questions du type « Mon employeur peut-il m'imposer le contrôle de température ?» sachant qu'il y a eu des précisions apportées par le ministère du Travail dans la mise à jour de dimanche. Que faire si mon salarié présente des symptômes? Donc, on a intégré la liste des processus à déployer. Comment, pourquoi est-ce que je dois actualiser le DU, enfin DUER, qu'on appelle le DU couramment. Voilà. Des annexes qui expliquent des choses qui paraissent toutes simples, mais pour la mise des masques et pour la façon d'enlever les masques, c'est pas inutile parce que maintenant qu'on voit quelques personnes qui en ont, même pas mal, on voit qu'elles n'arrêtent pas de les manipuler, moi le premier d'ailleurs, donc c'est pas forcément très simple. Et enfin, on a un lien vers un questionnaire. Alors, je vais vous dire comment on peut y aller. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Société des anciens élèves. Sur le site de la Société, je pense que vous allez le voir, voilà. C'est ouvert à tous, hein. Il n'est pas nécessaire d'être sociétaire pour aller au moins sur cette page-là. Vous cliquez sur Garas, ça vous conduit à une page avec un certain nombre de détails. Il y a une plaquette de présentation assez courte de 5-6 pages qui explicite ce que c'est. Et vous pouvez avoir des informations complémentaires. Et ensuite, on vous propose de vous inscrire. Et là, ça vous conduit sur un sondage, enfin, ce n'est pas un sondage, sur un questionnaire. Et là, vous remplissez tout simplement, est-ce que vous êtes une entreprise souhaitant bénéficier du dispositif avec un stagiaire? Et je vous invite vivement à faire appel à ces stagiaires en passant par ce questionnaire, parce que les stagiaires sont dans les starting blocks et sont prêts à venir. Une entreprise souhaitant uniquement le guide, là on le met pour avoir une traçabilité sur la version du guide que vous avez. Ou est-ce que vous êtes un étudiant souhaitant faire un stage ou un étudiant ou un personnel souhaitant uniquement recevoir le guide. Et donc, quand vous cliquez, vous passez à la suite et je ne vais pas vous le dérouler, mais on vous demande la raison sociale, l'endroit où vous êtes, parce que les stagiaires étant aussi, enfin les élèves ayant été la plupart du temps confinés,
Ils sont répartis à peu près partout sur le territoire et donc on va essayer d'en trouver un le plus proche de chez vous. Voilà, j'ai fait à peu près le tour très rapidement. Je vous invite donc à aller voir comment ça marche et si vous en avez besoin et si vous le souhaitez, à faire appel à des stagiaires qui sont là et qui reçoivent une formation pour le déploiement de Garas. Merci beaucoup, Voilà. Jean-Guy. Ce que on va faire en conclusion, simplement, c'est que je vais vous rappeler, et ces informations vous seront envoyées, qu'il y a bien sûr énormément d'informations qui sont disponibles sur différents sites, hein, en passant par le ministère du Travail, ensuite des sites patronaux, des sites syndicaux, qui sont très bien faits, avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses, et avec des anticipations qu'il est bon d'avoir. Le guide, Jean-Guy vient de vous en parler, et puis il y a également l'AFNOR qui a publié des préconisations, entre autres. Je le cite simplement parce que l'AFNOR est un organisme avec lequel on travaille assez régulièrement. Vous avez nos experts, bien sûr, qui sont à votre disposition pour prendre des questions dans le prolongement de cette conférence. Je les en remercie d'ailleurs, que ce soit Patricia Gomez-Talimi comme Abdel Benchabi pour avoir accepté de prendre les questions que vous pourrez leur poser. Leurs coordonnées seront à la fin des présentations que nous vous transmettrons. Pensez également que pour les employeurs, vous avez ce qui s'appelle l'assurance prud'homale, qui est, quand elle est bien faite, constituée de 3 volets: une protection juridique pour répondre à vos questions, une assistance pour les cas qui sont un petit peu compliqués à traiter et qui demandent une réaction immédiate, et puis une couverture responsabilité sociale, parce que vous l'avez compris, le droit du travail est non seulement assez riche, dirons-nous, en France, mais il est également évolutif, surtout en ces périodes de crise. Donc, il est difficile de cocher toutes les cases et d'avoir bon à chaque fois. Et puis, pour les salariés, vous avez également la protection juridique, hein, qu'il soit personnelle, ça on l'ignore souvent, mais lorsqu'on souscrit une protection juridique avec son assurance habitation, quelquefois, il y a la couverture des problèmes sociaux que l'on peut avoir, hein, dans le cadre de l'entreprise. Et puis, a fortiori, si vous êtes syndiqué, souvent elle est intégrée dans la cotisation syndicale. Alors, avec un préalable, c'est que vous ayez une certaine ancienneté au niveau de l'adhésion, pas très longue, hein, celle que j'ai vue, c'était de l'ordre de 6 mois. Enfin, le dernier point, c'est pour nous suivre, et si cet webinaire, ce format vous a intéressé, vous avez les contacts pour suivre notre actualité. Je vais vous lancer un sondage pour que vous puissiez, si vous le voulez bien, nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça va vous prendre 2 secondes. Et derrière, vous inciter à rester connecté avec notre fil d'actu, remercier nos 3 intervenants pour la quantité et la qualité des informations qu'ils ont partagées avec nous ce soir, et puis vous dire à très bientôt, j'espère, dans les conférences des groupes professionnels. Merci à tous. N'oubliez pas de répondre au sondage avant de vous déconnecter, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.